Ce conflit a eu des incidences nationales, internationales même. Il a donné lieu à des analyses ou des interprétations différentes, voire divergentes, de la part des diverses organisations qui composent Scopcolor, qu'elles soient syndicales, culturelles ou coopératives. Et c'est normal. On dira peut-être dans l'avenir qu'il y a eu avant l'IP et après l'IP. Sa frêle silhouette est de tous les cortèges, son sens de la formule fait le reste. Pour la postérité, Charles Piaget sait l'IP, le combat, l'utopie en marche. Ouvrier en horlogerie, il aime décortiquer, comprendre et maîtriser les mouvements. Celui des LIP l'absorbera tout entier. Gentiment baptisé Saint-Charles, sa parole était presque d'évangile. Charles Albert Piaget. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de vous appeler Charles Piaget, enfin je vous connaissais sous ce nom. J'ai découvert que vous aviez un deuxième prénom qui était Albert. Oui. Vous avez 93 ans. Oui. Et pour moi, vous êtes, comment dire, à la fois une légende et un personnage historique. Ouais. Bon. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Moi, j'ai 62 ans, donc je suis un peu plus jeune que vous. Mais pour moi, la grève des LIP fait partie de l'histoire. Et même au-delà, c'est quelque chose qui m'a conditionné politiquement. C'est à un moment, j'étais très jeune, hein, j'étais adolescent peut-être quand il y a eu la grève des LIP, mais je me disais, si les ouvriers sont capables de s'unir ensemble, de fabriquer des montres et de réussir à créer une coopérative ouvrière, ça veut dire que tout ce en quoi je crois n'est pas une utopie. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu très envie, quand Martial, mon ami Martial de Besançon m'a parlé de votre livre et de vous, j'ai eu envie de vous interviewer. Donc, je vous remercie d'avoir accepté et je voudrais qu'on parle ensemble à la fois de vos souvenirs sur cette période et de votre livre. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, moi, ce que j'ai considéré, c'est qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui a été spectaculaire à travers le conflit des LIP, mais on n'a pas suffisamment souligné l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est que l'équipe syndicale de départ a réussi à passer de ce travail classique des militants syndicaux qui ne mènent le plus souvent à rien, à la construction d'un grand collectif à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir construit ce grand collectif qui, lui, a finalement mené la lutte, a eu beaucoup d'imagination et qui a fait connaître cette imagination. Alors, votre livre s'appelle « On fabrique, on vend, on paye ». Ouais. Ça, c'est le slogan de l'époque. Oui, ça a été un des slogans, c'est vrai, oui. Mais finalement, ce qui a été formidable, c'est qu'on a réussi dans l'entreprise, finalement, il n'y a pas de collectif naturel, il n'y en a pas. C'est tout simplement une juxtaposition, hein, je le répète, une juxtaposition d'individus qui ont signé un accord avec l'employeur, un accord salarial. Voilà. Mais il n'y a pas, au contraire, tout est fait dans l'entreprise pour arriver à des divisions, que ce soit les collèges électoraux, que ce soit les classifications, les ateliers, les différences, etc. Donc, tout le travail le plus important, il a été fait avant 1973, c'est-à-dire construire un collectif, c'est-à-dire faire en sorte que les horlogers et les mécaniciens et les employés, tous se retrouvent ensemble pour défendre leurs intérêts.
Alors, je lis un extrait du début de votre livre. Une entreprise est rachetée par une multinationale. Celle-ci veut se débarrasser de ce qui ne l'intéresse pas, donc licencier des centaines d'ouvriers et d'employés. C'est hélas assez courant. Cependant, cela touchait profondément beaucoup de salariés LIP. L'entreprise devenait une simple usine d'assemblage de pièces provenant de Suisse. Le cœur du métier d'horloger disparaissait. La recherche et le développement, un grand nombre de professionnels d'usinage, de mécanique, de précision, toute l'équipe commerciale, etc. Le tout avec l'accord du gouvernement français. Tout cela sans informer les salariés qui devenaient une quantité négligeable. Tout cela a été programmé depuis 1967 et nous l'avons découvert. C'est ce que vous expliquez au début. En fait, dans ces années-là, c'était les prémices, on va dire, de tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec les multinationales qui s'emparent des boîtes, etc. Sauf que vous, est-ce que vous pouvez raconter le début du conflit quand quelqu'un vole le sac d'un dirigeant et découvre la chose? Oui, c'est aussi l'audace, là. Un des ouvriers qui faisait partie du groupe lorsque nous avons reçu les envoyés du tribunal de commerce et qui a eu la présence d'esprit de prendre la serviette et de vérifier le contenu et de trouver finalement un document qui montrait tous les licenciements qui étaient prévus. Donc c'est un peu tout ça. L'essentiel, ça a été de construire, d'émanciper le plus possible de LIP pour qu'ils prennent eux-mêmes en charge le conflit. LIP est une très vieille entreprise qui a été construite par un dénommé Lippmann, Emmanuel Lippmann, en 1867. Et il se passe un siècle, à ce moment-là, on est en 1967, pour que son aïeul, qui s'appelle Fred Lipp, qui est le patron de l'époque, commence à vouloir licencier la boîte. La boîte marchait bien quand même, non? Au commencement, Dieu créa Emmanuel, qui engendra Ernest, qui engendra Fred. Et là, tout se compliqua. Alors, il y avait quand même un certain nombre de difficultés qui surgissaient. Il faut rappeler que l'après-guerre, il y avait tout de même la protection des frontières, il y avait donc des droits de douane très importants, et donc il y avait une certaine protection de l'industrie française. Et là, à partir des années 60, il y a eu là une ouverture. Et il y a eu la grande entreprise américaine Timex, il y a eu le japonais Seiko, etc., et les Suisses qui ont commencé à venir s'intéresser à l'horlogerie française. Il y a du nouveau chez LIP. Il y a du nouveau chez LIP. Du nouveau chez LIP, à l'époque, ça voulait dire une nouvelle montre. En fait, la gestion, disons, inadaptée de cet homme exubérant l'amenait un beau jour entre les pattes d'Ébauche S.A. Ce nom modeste désigne une société puissante, suisse par son drapeau, européenne par sa structure, vorace par sa nature. Et Fred Lipp aussi avait un certain nombre de difficultés inhérentes à la manufacture. La manufacture, c'est-à-dire que l'entreprise fabriquait la quasi-totalité des pièces de la montre. Et ce n'était pas simple au niveau de la gestion, parce que ça obligeait à des stocks relativement importants et donc à de l'immobilisation d'argent. Voilà, donc il y avait toute une série de difficultés qu'il aurait fallu que Fred Lipp, le patron, résolve sérieusement. Or, il ne le faisait pas et il a cherché à se vendre. Et il a donc conclu avec Ébauche SA. Et nous ne le savions pas. Fred Lipp était un homme excessivement fantasque, capable du meilleur comme du pire. M'en moque de ce qui pense de moi. Qui avait des éclairs de génie certains jours et qui, quelque temps après, était capable d'affaires désastreuses. Alors, il faut dire que Lipp, à l'époque, c'était environ
1200 salariés, je crois, Oui, oui, un peu plus de 1000, là, oui, 1200, oui. dont une majorité d'ouvrières et de femmes. Il y avait dans les ouvriers, c'est-à-dire dans le premier collège, la majorité étaient des femmes. Et ce qu'on appelle les OS, les ouvrières spécialisées, qui faisaient le même geste toute la journée. Je donnais le chiffre là, de 6000 fois le même geste dans la journée. Parfois, d'ailleurs, c'était 6500 ou 5000, et voilà. Mais c'était, en gros, il fallait un après-midi pour se mettre dans le coup. Voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir une, une profession, enfin, un, un métier. Il n'y avait pas besoin d'avoir un métier. Voilà. Alors, Donc, c'était les ouvrières spécialisées. Et puis, les OP, là, les OP horlogers et mécaniciens. Voilà. alors C'était le vous, premier collège. vous, à l'époque, vous appartenez à la CFTC. Ensuite, Oui, vous allez rentrer à la CFDT. oui, Et dès le départ, quand les grèves commencent, quand vous sentez que le patron veut licencier, il y a la stratégie de la CGT qui va s'opposer à la CFDT. Vous, vous êtes le leader CFDT et on est un tout petit peu avant mai 68. Et là, il y a une bagarre en interne entre CGT et CFDT. en 68, non. En 68, ça s'est bien passé. On était bien ensemble. Par exemple, le démarrage de la lutte, de la grande grève, donc on avait, nous, comment organiser une concertation des salariés qui a été très bonne, très intéressante. On a demandé même à ce que les salariés se voient par groupe pour réfléchir plus tranquillement, etc., après avoir posé un tas de questions. Voilà. Mais après, oui, après, il y a eu des difficultés, y compris avec la CFDT, mais plus encore avec la CGT, oui. Et quelles étaient les divergences entre les deux? Par exemple, notre organisation estimait qu'on était remarquable. Ils étaient assez fiers de ce que nous faisions. Mais en même temps, ils étaient inquiets sur ces histoires qui étaient rapportées, qu'il y avait un comité d'action, qu'il y avait un partage du pouvoir, qu'il y avait des groupes un peu autonomes qui réfléchissaient, etc. Et ça a été l'objet d'un débat où on est resté chacun sur nos positions. Nous, on a rappelé que pour réussir, il fallait réussir l'émancipation des salariés, que eux-mêmes soient comment, eux-mêmes organisent la réflexion, etc., et fassent des propositions. Et c'est l'Assemblée générale qui tranchera. Voilà un petit peu alors que l'organisation, elle est structurée, elle est hiérarchisée. Pour eux, il n'y a que les syndiqués et la représentation des syndiqués qui doit diriger l'entreprise, la lutte. Voilà. Alors la CGT, c'était ça, mais encore beaucoup plus marqué. Là, c'était terriblement net. Ils n'acceptaient pas la présence de salariés de l'IP qui faisaient partie d'un tas de mouvements qu'ils avaient créés à l'intérieur. Vous, en fait, ce que vous avez amené dans cette lutte, c'est d'ouvrir Voilà, les collectifs aux non-syndiqués. Et la CGT ne voulait pas de ça. voilà. Voilà, nous, ce qu'on a voulu, c'est ouvrir et mettre en cause, y compris notre propre pouvoir, oui, le mettre en cause avec les salariés, que ce soit eux-mêmes. Mais ça s'est passé déjà un certain nombre d'années avant d'arriver à 73. Là, et on en était content parce que finalement, après 1968, Fred Lipp voulait à tout prix nous casser les reins. Il avait découvert le syndicalisme, la force syndicale, la force des salariés, et il voulait en finir avec ça. Donc, il a organisé une nouvelle orientation à la mécanique, etc., pour arriver à supprimer les ateliers où il y avait la force militante. Voilà. Et donc, et c'est d'ailleurs grâce au fait que les salariés eux-mêmes prenaient en charge la lutte qu'il a fini par être battu.
On n'aurait été que les délégués avec le système hiérarchique, on n'aurait pas été jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut dire, si on donne un peu les dates, c'est que Fred Lipp, il prend sa retraite en 71. Voilà. Il vend sa société et il est remplacé par un type qui s'appelle Jacques Saint-Esprit, qui lui décide de déposer le bilan et de fermer l'usine. Et vous, en 73, vous décidez que non, et vous allez voler les stocks de montres et créer la première usine, on va dire, autogérée par les ouvriers, quoi. Je résume, mais c'est un peu ça l'histoire. Et là commence la grande légende, la grande histoire de Lipp, qui va durer jusqu'en 81, où l'usine va être occupée, va être autogérée, etc. Et vous êtes la figure de ce mouvement. Lorsque les CRS ont libéré les 2 otages, en se disant, on risque une occupation des CRS comme ça se fait dans d'autres entreprises, et à partir de là, on aura une grande difficulté de s'en sortir. Et là, il y en a un qui a eu une idée en disant, nous avions des otages humains, on nous les a enlevés, prenons un otage matériel. Et là, il y a eu cette réflexion de prendre un demi-milliard d'anciens francs de montres immédiatement. On a été très vite devant l'alternative. On savait qu'on allait donc être licencié et on allait être au chômage. Quand on est inscrit à l'ANPE à l'époque, eh bien, il y a à suivre toute une série d'obligations par l'organisme ANPE. Et donc, on n'a plus la possibilité d'être ensemble, de réfléchir et de préparer des choses. Donc, on savait qu'il était absolument important de régler ce fameux problème d'argent. Sans argent, on était rapidement battu. Et c'est donc qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont réfléchi dans leur coin et on est arrivé tous à peu près au même résultat. Il faut relancer la fabrication, vendre des montres et se payer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer la lutte. C'était un élément important pour la continuation. Ça a été un peu rigolo parce qu'à un moment donné, moi je me rappelle, on était atteint un peu du mal que quand les marins qui se révoltaient contre le capitaine qui était comment quelqu'un d'affreux, eh bien, ils étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas lire une carte, ils ne savaient pas prendre le soleil avec le soleil, leur position, etc. Donc, ils finissaient par rendre les rênes du bateau au capitaine. Raise the black too soon and the prize will run. Raise it too late and you'll induce panic and a greater chance of resistance. You gotta show your colors at just the right moment to get them to strike theirs. Donc nous, on a été un peu, c'est un peu bizarre, mais on est formaté et on avait l'impression que si les chefs n'étaient plus là, parce que les chefs n'ont pas accepté cette orientation de relancer la production puis de vendre. Et donc, plus de direction, plus de chefs, on avait l'impression qu'on n'aurait peut-être plus la qualité, et il a fallu que les ouvrières nous engueulent en nous disant, mais enfin, qu'est-ce que vous croyez, les délégués? On n'a pas besoin des chefs pour faire la qualité. Nous, on connaît notre travail. On peut vous garantir que ce qui sortira de la chaîne, ce sera tout à fait correct. Voilà, donc on a fini par être rassurés et on s'est lancé dans la fabrication et dans la vente. Et alors, ça représentait combien de personnes quand vous avez occupé l'usine et quand vous vous êtes mis en autogestion? Alors, très peu. Il y avait très peu de personnes. Il y avait une chaîne de montage et on utilisait ce que nous avions fabriqué avant, c'est-à-dire l'avancée des mouvements. Là, les mouvements étaient déjà bien avancés, il y avait les pièces détachées, tout ça. Et donc, c'était la première chaîne de montage terminale des montres avant la vente. Et on a ouvert le magasin à l'intérieur de l'usine, à l'accueil, pour montrer à la clientèle, etc. Et on a ouvert aussi tout de suite l'atelier qui serait chargé de la garantie de l'après-vente en cas de problème, etc. Donc, et bien sûr, on a réfléchi à ceux qui allaient vendre, qui allaient commencer à partir sur les routes pour vendre, etc. Voilà. Donc, l'organisation, finalement,
elle était relativement faible pour cette partie finale du travail. Mais c'était quand même symboliquement quelque chose d'important. Mais ça faisait vivre combien d'ouvriers? Ah, alors là, on a payé 800, on donnait environ 8 à 900 pays. On a donné pendant 6 mois de paye, hein, à 8 ou 900 pays. Voilà, Ouais, c'est ce que j'ai 6 lu. mois. Ouais. C'est-à-dire vous étiez soutenu, parce que les gens des générations, les trentenaires ou les quadragénaires, ne savent sans doute pas à quel point l'IP, c'était important, parce qu'il y avait d'une part l'occupation de l'usine, mais il y avait le fait que à Besançon devenait un foyer de lutte, et il y avait des liens entre les luttes des LIP, le Larzac, et les autres usines qui étaient en grève. Et il y avait comme un destin politique qui était en train de se nouer à cet endroit-là. Oui, bien sûr, il y a eu la liaison. C'est des ouvriers, horlogers ou pas. Quand ils ont entendu parler du Larzac, ils sont partis en voiture là-bas et ils sont revenus enchantés en disant il faut absolument qu'on fasse une cohésion, une coalition entre nous, une liaison avec les gens du Larzac. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, on a eu des liaisons avec d'autres conflits de par la France. Voilà, on a commencé un peu à se réunir au niveau d'un certain nombre de conflits. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes une sorte de premier féministe, parce que les femmes ont eu énormément d'importance dans ce conflit-là. Sans les femmes, il n'y aurait jamais eu de grève réussie ni d'occupation d'usine. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Et ça, de ce côté-là, on était très en retard. Les délégués, c'était très difficile d'obtenir qu'une femme devienne déléguée, parce qu'il y a encore une fois le double travail, le travail à la maison, le travail dans l'entreprise, et puis les risques, la famille, tout ça, ça n'a jamais été facile. Mais là, vraiment, il y a eu un changement extrêmement important. Il suffit de regarder les photos des assemblées générales, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, et c'est grâce à elles qu'il y a pu y avoir tous ceux qui sont partis dans les différentes villes pour expliquer le conflit et vendre les montres, etc. Voilà. Là, les femmes ont joué un rôle très important. Et ça, c'était nouveau, y compris pour nous, parce qu'on avait de la difficulté à mobiliser les femmes. Alors, il faut dire aussi que vous avez eu une idée, enfin, je ne sais pas si c'était votre idée, mais dès le départ, enfin, très tôt dans le conflit, vous avez décidé de publier les fiches de salaire. Et en France, et en particulier dans les usines, on a un problème avec l'argent, tout ça a été caché. Et là, les gens se sont rendus compte, d'abord que les femmes étaient, on le savait déjà, mais nettement sous-payées, mais que même entre ouvriers, il y avait des disparités et des différences. Oui, oui, mais là aussi, il y a déjà eu une lutte bien avant 73. On avait réfléchi entre délégués et on avait dit il faut qu'on arrive à briser le mur du silence sur les salaires. C'était le secret. C'était encore la distribution d'argent, il n'y avait pas encore le chèque à l'époque. Et donc, il y avait une administrative qui passait, donnait la paye où il y avait l'argent dedans et tout le monde la cachait soigneusement, cette paye, etc. Et donc, on a obtenu à l'intérieur de la mécanique, un certain nombre de mécaniciens ont accepté de publier leurs feuilles de paye en cachant les noms. Et ça a été une révolution, parce que le secret des salaires, ça se retournait contre les salariés eux-mêmes. Il y avait des disparités incroyables parmi des mécaniciens, par exemple, professionnels, qui se valaient les uns les autres. Il y en avait un qui était beaucoup plus payé que l'autre. Donc, tout ça, ça s'est révélé à travers la distribution de ces tracts donnant les salaires réels. Et il y a eu une telle révolution à l'intérieur de l'entreprise que la direction a été obligée de réparer les cas les plus flagrants d'injustice et aussi de distribuer à tout le monde une grille de salaire qui serait valable pour tous, avec des mini et des maxi pour chaque catégorie. Et là, ça a été
un peu la vérité, ça a été enfin la clarté. Et les gens étaient très contents que ce soit beaucoup plus clair qu'avant. Tous les travailleurs de l'IP ici rassemblés disent tous la solution, la seule qui est possible, c'est de redémarrer cette entreprise, c'est-à-dire de la faire fonctionner le plus tôt possible avec un plan, avec tous les travailleurs. Tous les travailleurs doivent reprendre leur place, faire fonctionner cette entreprise et avoir un plan à court terme et un plan à moyen et long terme. Alors, je sais que vous n'aimez pas beaucoup vous mettre en avant, mais il faut dire aussi une chose, c'est que vous étiez le porte-parole des LIP, même si parfois on vous a retiré votre délégation. Ouais. Pourquoi d'ailleurs on vous l'a retiré, la délégation? Eh ben, tout simplement parce que comme ça arrive des fois, je n'avais pas respecté la totalité de l'engagement qu'on avait. Lorsqu'on a appris que Henri Giraud allait venir, l'envoyé du gouvernement, pour entamer une négociation avec nous, il était convenu que nous restions sur les positions de base, c'est-à-dire pas de licenciement, maintien des avantages acquis et pas de démantèlement. Et face à un journaliste qui me pressait beaucoup de questions en me disant « mais quand même, vous êtes intransigeant, vous ne présentez aucune avancée possible », je m'étais laissé à dire oui, on sera intransigeant sur le non au démantèlement et le non au licenciement, mais sur les avantages acquis, on peut en discuter. Et là, je me suis fait ramasser. Je ne devais pas dire ça. Et donc, on m'a supprimé le droit de parole pendant 2 semaines. Vous avez vu cette entreprise de visu, vous avez pu voir les hommes, la géographie qui l'entoure, etc. Nous, on dit que ce serait un crime que de rompre cet équilibre. Les travailleurs ici doivent continuer des activités sans démantèlement, c'est-à-dire sans démantèlement et sans licenciement. C'est véritablement la seule solution qui peut mettre fin au conflit et c'est la seule solution qui n'est pas un crime économique, qui est humaine. À ce moment-là, je parle de l'année 1974, il y a des élections présidentielles où Mitterrand se présente contre Valéry Giscard d'Estaing. Et vous, à ce moment-là, vous êtes un personnage politique qui commence à prendre de l'importance. Et il y a un certain nombre de militants dits d'extrême gauche. En fait, il y avait le Parti socialiste, il y avait le Parti communiste. C'était Georges Marchais, je crois, à l'époque. Et puis, il y avait la troisième gauche, on va dire, qui voulait que vous soyez candidat à la présidentielle. Oui. Et vous étiez partant ou pas? Ah, c'était un peu trouble, là. Moi, en fait, je me rendais compte que c'était pas vraiment ce qu'on voulait, parce que le président de la République, déjà, c'est quelque chose qu'on n'acceptait pas. Nous, on travaille toujours en équipe. Une équipe présidente, oui, ça pourrait s'expliquer, mais pas un président. Donc là, on n'était déjà pas très chaud. Et puis, le seul point qui nous faisait hésiter, c'était un peu l'idée d'un témoignage à lancer l'idée que quels que soient les dirigeants d'un pays, ça n'avancera pas beaucoup. Il n'y aurait que si les gens bougent eux-mêmes, s'organisent et précisent et répètent ce qu'ils veulent, qu'à ce moment-là, ça peut changer. Donc ça nous était c'était quelque chose qu'on avait envie, mais en même temps, c'était trop politisé, sans l'aspect que je viens de dire n'était pas le plus important pour la plupart des groupes qui se présentaient, qui voulaient nous présenter. Donc on a laissé tomber. Ça aurait pu marcher si vous n'aviez pas été lâché par Michel Rocard, par exemple, non? Oui, tout ça, voilà. Mais en fait, il y avait tout un cheminement pour arriver à ce que la gauche gagne enfin pour une fois. Et donc voilà, il y a eu tout ça qui l'a empêché. Mais encore une fois, c'est très difficile de démarrer avec le système en place. Vous croyez que c'est plus facile aujourd'hui d'unir la gauche? Non, alors là, je sais pas.
là, je suis pas sûr. Là, je crois pas. Là. C'est Bon, pas c'est ce simple. que- Non, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ce parti-là, alors les gens s'en souviennent pas, mais le parti s'appelait le PSU, le Parti socialiste unifié, et il était différent du Parti socialiste. Comment ça se passait? C'était quoi la différence? Alors, le Parti socialiste unifié, bah, il a déjà par rapport aux colonies, par rapport à l'Algérie, par rapport à tout ça, il y avait déjà une grande différence. Nous considérions que l'Algérie, ça n'était pas la France. Hélas, il y avait c'était plus sur les 9 millions d'habitants, il y en avait 8 qui étaient des autochtones, qui étaient des sous des sous-citoyens, puisqu'ils ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Donc tout ça, c'était un peu la caractéristique du PSU, de défendre ces gens-là. Voilà. Mais bon, Le PSU, voilà. le PSU, quand même, il avait une grande audience dans ces années-là, dans les années 70. Ça aurait pu marcher. Pourquoi ça a foiré? Ah là, je sais pas si. Ouais, ce qu'on sait, c'est que c'est pas facile de faire changer, y compris les formations politiques. Ouais, c'est très difficile. Voilà, il y a entre la base et puis ses espoirs, et puis quand ça passe par le laminage des structures, bon, il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Alors, vous, c'est intéressant parce que j'ai lu donc la biographie oui, qu'a écrit de vous votre ami Georges Oubiali là, dans le dictionnaire ouvrier. Donc, j'ai découvert votre évolution finalement, puisque vous avez été orphelin très tôt. Votre père était protestant. Vous êtes dans la famille d'ailleurs de Georges. Vous êtes un bigot au début de votre vie. Vous allez me bouffer du curé, enfin, vous allez beaucoup à la messe, etc. Et puis à un moment donné, vous lâchez l'Église, vous devenez athée. Et puis vous êtes un moment, on peut dire que vous étiez un moment communiste, et puis après vous devenez écologiste. Enfin, comment vous analysez votre parcours? Alors là, je crois que j'ai pas beaucoup changé. En fait, quand j'étais gamin, on, on m'a nommé dans le bâtiment où j'habitais, à la rue de la Madeleine, on m'a nommé une marraine qui devait s'occuper de moi, etc. Aller au catéchisme, etc. Donc j'ai suivi. Bon, pas bien, parce que j'aimais pas tellement aller au catéchisme, etc. Et puis au patronage. Mais ensuite, lorsque j'ai participé à l'Action catholique ouvrière, là, ça m'a apporté, oui, ça je regrette pas, parce que ça nous apporte sur l'humilité, sur qu'est-ce que c'est que l'autre, c'est sur s'interpeller soi-même, sur les erreurs qu'on a pu commettre dans la journée, etc., le non-respect des gens. Voilà, donc ça, je ne regrette pas, mais progressivement, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre, et je me suis rendu compte que non, en fait, il y a beaucoup d'imagination qui a été mis en place, mais la vérité, on ne la connaît pas pour le moment. On a eu beaucoup de peine à comprendre qu'on était issu du monde animal, et on a essayé de se placer au-dessus, de se glorifier, mais bon, là, je ne suis plus. Donc là, non, j'ai arrêté. Et puis, l'Église, il y a un vrai problème, c'est que elle est, elle accepte la domination en expliquant que c'est aussi la volonté de Dieu de respecter l'organisation que se sont donnés les êtres humains, etc. Et donc là, nous, non, on n'a pas à respecter les lois qui sont mauvaises, on n'a pas à respecter les inégalités fantastiques, etc., etc. Oui, Voilà un peu tout vous, mon évolution, mais elle était un peu inscrite déjà dès le départ. ben ouais, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui vous êtes fait tout seul, puisque votre père, quand votre père décède, vous avez quel âge? Vous êtes très jeune, non? Quand mon père meurt, j'avais 15 ans. D'accord. Et votre maman était déjà partie bien Alors, avant. elle est partie quand j'avais quelques mois, 3 ou 4 mois par là. Hmm. Ah, oui. Et ça conditionne évidemment une vie.
Oui, bien sûr, oui, oui, bon, c'est vrai. Mais enfin, bon, faut pas, je veux pas me dire que j'étais malheureux, non, ça pas, j'en suis sorti, mais bien sûr, quand mon père est mort, j'aurais pu aller à l'assistance publique. Ça aurait été tout à fait différent. Là, j'ai eu la chance d'être recueilli par cette famille d'Italiens, d'immigrés italiens qui étaient devenus françaises, etc., et qui étaient des gens super. Bon, là, j'ai eu une vie tout à fait très bonne. Voilà, c'est Et bien. alors, vous découvrez, donc cette famille vous fait découvrir la religion, enfin, etc. Puis à un moment donné, vous dites que vous vous êtes rendu compte que la religion était une invention. Donc ça n'a Oui, pas dû beaucoup leur plaire à oui, la en tout famille cas, Ouliali, là, non? euh, oui, ça a dû faire quelque chose, ça c'est sûr. Ça, oui, ça c'est sûr que de ce côté-là, de même que j'avais des amis qui sont maintenant un petit peu distants. Enfin, voilà, ils n'ont pas compris ce virage. Hum. Ouais. Alors, Bon, ma foi, ça arrive, hein. j'ai lu aussi en vous lisant que, alors vous avez créé avec, enfin vous avez créé, en tout cas vous avez participé après, enfin, je ne sais pas en quelle année d'ailleurs, après votre engagement, euh, Syndical. ouais, Oui, syndical, vous avez en participé. 1900, à partir des années 90, oui. Ouais, c'est ça. Vous avez participé avec Pierre Rabhi à l'APIC, qui est l'appel pour l'insurrection des consciences. Qu'est-ce que c'est que Oui, ça, oui, c'est l'APIC? ça. Oui, c'est vrai, ça m'a beaucoup intéressé, ce que proposait Pierre Rabhi. Voilà. Et puis j'ai vite été intéressé. Finalement, quand on fait du syndicalisme, on est aussi bousculé par plein de gens. Et là, j'ai été bousculé dans les années 70 par des gens qui s'appelaient les Amis de la Terre, tout ça. Et on a été un peu désorientés par tout ce qu'ils racontaient. Et on a essayé de comprendre. Moi, j'ai essayé de comprendre, je leur ai demandé des documents, je me suis mis à lire, je me suis rendu compte progressivement que l'écologie, c'était quelque chose de très, très important, aussi important que le problème social, et peut-être plus. Donc voilà, il y a eu aussi là, j'ai changé de ce côté-là, je me suis rangé beaucoup du côté écologique. Voilà. Donc Et pour moi, maintenant, il y a écologie parce qu'il faut sauver, sauver finalement notre présence sur cette planète, etc. Et puis le social. On ne pourra, on ne pourra pas faire de l'écologie, on ne pourra pas faire si, avec des inégalités fantastiques, avec tout ce qui se passe au niveau hiérarchique et autres. Non, il faut aussi changer la société du point de vue social. dites-moi, je vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que c'était que l'APIC? À quoi ça servait? L'appel pour La l'insurrection pique, des consciences. oui, ben c'était finalement une association qui défendait les idées de Pierre Rabhi et qui aussi parlait de social. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que, Bon, là aussi, moi, j'ai suivi pendant un certain temps. Puis après, ben, j'ai, j'ai, me suis rangé derrière toute une écologie générale. Voilà. vous avez participé au vote entre là, à la dernière primaire écologiste? Là, en ce moment, Oui. non, non, non. Non, je ne suis pas encarté là par. Non, j'ai pas participé là. Non. Et sur la présidentielle qui vient en mai, là, vous avez un avis? Vous savez à peu près ce que vous allez voter ou vous hésitez? Oh, là, il faut que je regarde. Ce que je sais, c'est que, hélas, ça, même en votant bien, en faisant vraiment bien les choses, c'est d'ailleurs mieux. Il faut le faire. Mais malheureusement, c'est pas ça ça sera pas suffisant, très loin d'être suffisant, s'il n'y a pas des milliers de collectifs qui se créent en France sur tous les problèmes, que ce soit des problèmes de la ville, des problèmes écologistes, des problèmes sociaux, eh bien, il n'y aura pas de changement. C'est pas par le haut qu'on arrivera à tout changer. C'est vraiment par le bas. Voilà. Donc ça, je le crois profondément. Ceci dit, les élections, c'est pas non plus rien. Il faut s'en intéresser. Mais il faut pas leur donner non plus une trop grande importance. Par contre, on devrait donner beaucoup d'importance à la création de tous ces collectifs qui, d'un côté, sont émancipateurs et en même temps font changer les choses.
Et comment, vous qui avez participé à toutes ces luttes, quand vous voyez ce qui se passe depuis 5 ans avec Emmanuel Macron et la montée de l'extrême droite avec en ce moment Éric Zemmour, est-ce que vous suivez cette actualité et est-ce que ça vous casse le moral? Est-ce que ça vous donne envie de vous battre? Enfin, quel est votre regard sur ça? Ah bah, ça me donne toujours envie de se battre, sauf que bah, j'en ai moins la capacité, hein. À 93 ans, on a moins de punch, on a moins de beaucoup de choses, voilà. Mais autrement, oui, c'est toujours la crainte. Bon, ben, l'extrême droite, on sait qu'il n'y a strictement rien à sortir de ce. Là. S'il peut y avoir des choses dans certains nombres de partis, on peut en discuter, mais au niveau de l'extrême droite, c'est même pas la peine. Là, non, là, c'est tout à fait contraire à toute mon orientation. Et est-ce que vous regardez la télévision, vous suivez les actualités ou peu? Moi, non, je regarde pas trop, non, non. Je lis un peu quelques revues, là, tout ça, pour me tenir bien informé, mais là, la télé, pas beaucoup, non. Quelle revue vous lisez? Comme Politis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des revues, des groupes qui sont dans le département Besançon, donc je suis abonné à certaines. Voilà, je lis ça, tout ça, oui, pour me donner un peu une idée sur les problèmes de l'heure. Vous avez soutenu les Gilets jaunes? Ah, les gilets jaunes. Ben, oui, les gilets jaunes, il y a comme toujours là, c'est pas quelque chose qui a. Ils sont partis sur une idée très nette. Il y en a marre, on nous taxe toujours, nous, les plus pauvres, etc. Voilà. Mais bien sûr, ça demande à réfléchir, à structurer un petit peu le discours, parce que c'était un petit peu tout. Mais par contre, très remarquable, leur ténacité, leur volonté de se faire voir et puis d'être présent là, à redire et redire leur, leur niette à ce qui se passe. D'accord. Vous savez, ça sera ma dernière question. Vous savez que la marque LIP existe encore? Oui, Elle a oui, été rachetée par. oui, il y a une entreprise qui est tout près de Besançon, là, qui a racheté cette marque et qui relance un certain nombre de montres de l'époque. Voilà. Et Ouais. quand on achète une montre LIP, on crée un lien finalement avec la lutte que vous avez menée. Oh, que par le nom, hein, parce que non, il n'y a pas. Non, mais je veux dire, c'est symbolique de la lutte. Le Voilà, mot LIP. symbolique. Là, c'est une entreprise qui fonctionne normalement comme les entreprises, qui a des qualités, etc. Mais bon, par contre, oui, le nom de LIP est associé à cette lutte. Alors, quand le nom de LIP est toujours là, ça veut dire qu'il y a toujours un peu l'association d'idées. Hein. Voilà, bah c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler ce soir, quoi. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a pas trop embêté, toutes mes questions. Non, pas du tout. Non, non. D'accord. Merci Entendu. beaucoup, Charles, hein. Voilà, ben merci à vous. Et je vous souhaite une longue vie. Ouais, ben, merci beaucoup.